Bonjour à toutes et tous. Je vais essayer d'être concis pour que chacun puisse aller à ses priorités. Je vais vous parler d'une problématique du moment, qui est celle de la transition écologique à l'hôpital avec l'exemple du CHU de Lille. Alors, donc juste pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, le développement durable, c'est en fait un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc c'est un équilibre très difficile à atteindre entre la sphère environnementale, la sphère sociale et la sphère économique. Alors pour nous y aider, nous avons les objectifs de développement durable de l'ONU. Ils sont au nombre de 17. Vous pourrez les voir dans la présentation qui vous sera donnée. Il y a également de nouveaux engagements et des obligations réglementaires pour forcer le monde de la santé à se transformer écologiquement, avec notamment la proposition interconférence des CHU de 2023, qui est un pacte de transition écologique. 32 centres hospitaliers régionaux et universitaires de France l'ont signé, avec l'ensemble des directeurs généraux. La feuille de route de France Nation Verte, qui donne une planification écologique du système de santé. Le critère 3604 de la HAS, donc certification qui concerne les risques environnementaux et les enjeux du développement durable qui doivent être maîtrisés. Le plan national santé-environnement 2020-2024 qui va être mis à jour. Le plan régional santé-environnement travaillé avec l'ARS, tout ça pour obtenir ce qu'on appelle le concept One Health, une seule santé, finalement se rendre compte que la santé humaine, c'est bien, mais la santé animale, ça compte, et la santé de l'environnement, tout ça nous amène vers une santé environnementale. J'ai voulu vous partager cette image qui est en fait la répartition du Shift Project de 2021 des principaux postes émetteurs de gaz à effet de serre d'un hôpital. Il faut savoir que le domaine de la santé en France représente 8% des émissions totales de gaz à effet de serre, ce qui est non négligeable. Et en fait, ce qu'on peut voir sur cette répartition des principaux postes émetteurs, c'est que les deux postes les plus émetteurs sont ceux des achats de médicaments et de dispositifs médicaux qui peuvent aller jusque, dans notre cas, puisqu'on est en train de refaire notre bilan des émissions de gaz à effet de serre, on a atteint 70% du total de ce qu'on appelle le BGET. Donc, on a des outils qui sont, par exemple, les 13 clés de la décarbonation dans un établissement de santé, achat, énergie, déchets, transport patient, transport des professionnels, de marchandises, transport des déchets, restauration, gaz anesthésiques qui sont très particulièrement émetteurs, éco-conception des soins, prestation de services, éco-construction et numérique. Alors, on a un engagement de gouvernance chez nous, avec une gouvernance qui rédige le volet développement durable du projet d'établissement, un comité stratégique développement durable qui définit les orientations stratégiques, des groupes thématiques opérationnels qui chacun vont mettre en œuvre les projets développement durable, et la DCREP-DD, donc c'est la direction qualité risque, expérience patient et développement durable, dont je fais partie, qui pilote la mise en œuvre de tous ces projets et du schéma directeur. Et puis, on a un peu plus maintenant de 200 ambassadeurs développement durable chez nous, et il y en a de plus en plus qui s'inscrivent dans cette démarche pour finalement être au centre des services de soins, avec une charte à l'appui, donc des engagements pour signer durablement. Alors, on a un plan d'action, celui-là, c'est le précédent du schéma directeur, mais qui est en constante évolution. On a commencé en 2008, et puis à partir de 2023, on est passé de mettre en action, donc finalement des petites actions à droite à gauche, à quelque chose de beaucoup plus structuré, qui est de l'éco-responsabilité à l'éco-conception des soins. Donc jusqu'à présent, on avait une vingtaine de projets, comme par exemple gestion durable des espaces verts, Mon Resto Responsable, ou bien favoriser le volet développement durable dans les achats. Maintenant, on a 4 grosses priorités. C'est le domaine des achats,
Comme je vous l'ai dit, hein, dans les émissions de gaz à effet de serre, il y a 70% qui correspondent aux achats de biens et de médicaments, de dispositifs médicaux, les déchets, l'énergie et les énergies et les transports, pour arriver à l'éco-conception de soins. Alors, je vais rapidement passer, puisque c'est le prochain schéma directeur qui ne vous concerne pas particulièrement, mais en tout cas, on tourne autour du projet médical et de soins, et on s'intègre dedans dans le domaine de la durabilité et de la soutenabilité en travaillant avec toutes les autres thématiques. Donc là encore, je rappelle un petit peu le concept développement durable et on le transpose à l'hôpital. Donc, d'un côté, la sphère santé environnementale, une seule santé, One Health. De l'autre côté, la qualité de vie et les conditions de travail des professionnels. Et la troisième sphère, c'est la réduction de l'empreinte carbone avec la décarbonation pour arriver à l'éco-conception de soins. Grâce à des formations, à de la recherche, à de la com, à des évaluations. En tout cas, le prochain schéma directeur, il est basé sur réduire le gaspillage, préserver nos ressources et ce que je vous montre là, c'est un petit atelier qu'on a fait le mois dernier sur lequel on a demandé aux professionnels de santé de finalement donner des idées sur chacune des thématiques suivantes, sur le numérique, sur les bâtiments, la restauration, le transport et la logistique, les achats bien sûr, la santé environnementale en prenant en compte tout ce qui est perturbateurs endocriniens, biodiversité, eau, air, les ressources humaines, la qualité de vie et conditions de travail, QVCT, avec la prise en compte du bien-être au travail, du développement des compétences, du dialogue social, de la santé-sécurité au travail et du maintien dans l'environnement. Et puis bien sûr, énergie, ressources et déchets et effluents. En tout cas, l'enjeu, c'est réduire l'impact de l'ensemble de nos activités et je pense que dans vos activités, vous avez aussi des leviers qui permettraient de réduire l'impact de ces activités sur la santé de la population pour arriver à ce concept de santé environnementale. Donc finalement, arriver à un équilibre entre tout ce que vous voyez apparaître, c'est-à-dire rayonnement ionisant, environnement urbain, espace vert, épigénétique, le stress, les microbiotes, les composés endogènes, les produits toxiques, les cosmétiques, le tabac, les toxines, etc. Donc, travailler sur l'ensemble de ces thématiques pour arriver à ce concept de santé environnementale. Et c'était fini. Donc, c'était plutôt court. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour finir cette journée? Oui. Ah, pardon, j'ai toujours un angle mort, je ne sais pas. Ne me croisez pas sur la route parce que je ne regarde pas par contre. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup déjà pour cette présentation effectivement très synthétique et très claire. C'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt un commentaire parce qu'au niveau industriel, on commence à réfléchir de plus en plus sur les aspects RSE pour les dispositifs médicaux. Vous avez effectivement bien présenté, ça représente une part importante des émissions de CO2. Alors RSE, et je dirais contrainte aussi, enjeux climatiques, on a de plus en plus dans les normes de système de management. Et on en est arrivé pour l'instant, alors on est encore très en amont, mais à une conclusion qui est un peu maturée, mais qui est de se dire, aujourd'hui dans notre secteur, on est un secteur très réglementé, où tout est orienté bien évidemment sur l'aspect bénéfice-risque. Et finalement, c'est où mettre ce RSE, cet enjeu climatique au niveau de la balance bénéfice-risque, parce que c'est vrai qu'on est plus sur une démarche de se dire, on va rajouter des conditionnements supplémentaires pour protéger ou garder l'intégrité stérile du produit, on va rajouter des étapes de décontamination. On n'a pas aujourd'hui le e-labeling pour tous les produits parce qu'il faut rajouter du papier, parce que c'est un moyen de maîtrise du risque d'une certaine manière. Alors ça veut dire qu'on ne peut rien faire, mais en tout cas, c'est un des enjeux. Et puis on a aussi des limites où à un moment, il faut aussi être clair. C'est-à-dire par exemple sur la recyclabilité. Bon, bah, effectivement, aujourd'hui, refaire des dispositifs avec d'autres dispositifs en recyclant des matières premières, ça semble un peu utopique pour démontrer la biocompatibilité des produits. Et donc voilà, enfin, c'est pas du tout une remarque, je dirais,
pessimiste ou négatif sur la démarche, mais en tout cas, dans notre secteur, je pense qu'il faut qu'on puisse facilement identifier les premiers combats à mener, les vraies priorités, parce qu'on ne pourra très probablement pas en faire autant que dans d'autres secteurs. Alors, juste pour vous répondre très synthétiquement, en fait, nous, on est là aussi pour alerter l'ensemble de la communauté sur les risques du réchauffement climatique et de se dire que, contraint ou forcé, on va devoir y aller. Donc, autant anticiper, autant essayer de travailler déjà en amont pour pas être pris au piège, finalement, et plus savoir bouger du tout. Donc, il y a un moment donné, l'usage unique, on est allé très très loin dans l'utilisation systématique de l'usage unique. Peut-être que dans certains cas, on n'est pas obligé d'aller dans l'usage unique et qu'on peut faire du réutilisable. Donc après, c'est de cibler les DM ou d'autres biens matériels où on n'a pas besoin d'usage unique. Déjà, ce sera bien. Et puis ensuite, avancer et se dire que finalement, peut-être que parapluie, bretelles, etc., on est allé peut-être un petit peu trop loin et qu'on peut revenir sur ses pas pour ça. Et au-delà de l'usage unique, effectivement, cette contrainte, enfin, ça peut être perçu comme une contrainte au niveau d'un certain nombre d'industriels. L'idée aujourd'hui qu'on met en avant, c'est de le transformer en opportunité, parce qu'il y a déjà beaucoup d'industriels qui, alors, non pas, je dirais, sur la conception du dispositif, mais sur les process de fabrication, ont essayé d'optimiser avec réduction de la quantité d'eau, des choses comme ça, ou de l'énergie. Et finalement, on se rend compte qu'on peut avoir un gain en termes de coût, en termes d'efficience, de rendement de production. Et donc, finalement, tout le monde est gagnant. C'est, je pense, cette approche-là qu'il faut mettre un petit peu en avant. Le développement durable, c'est du gagnant-gagnant, normalement. Voilà. Merci. Je regarde juste s'il y a d'autres questions sur le web. Ah, encore une, j'arrive. Ah, merci. Merci. Merci beaucoup, Marie Durand de Boulogne. En fait, j'ai deux questions, donc à la fois pour le côté développement durable et en même temps pour le système, parce que je pense que la vie peut être intéressant. Je suis pas très vieux, mais il y a 10 ans, en gros, quand j'ai commencé mes études, on disait il faut pas avoir de stock dans les PEI parce que c'est de l'argent immobilisé, du coup c'est perdant. Tous les ans, les directions regardent un peu l'inventaire et ce qu'on a en stock. Donc il fallait pas avoir de stock. Aujourd'hui, avec ces logiques de développement durable, il faut essayer de massifier les commandes, faire des commandes moins fréquentes et donc d'avoir du stock. Le problème, c'est que les pharmacies, elles n'ont pas été conçues pour, niveau place, en fait, pour avoir du stock. Donc on est un peu embêté là-dessus. Donc bon, ça c'est quand même un peu dommage. Voilà. Et la deuxième question, c'est plus sur le DMI. Sur le DMI, on travaille quand même beaucoup avec des systèmes de dépôt permanent pour les DM, avec des quantités qui sont limitées, parce que forcément, si c'est pas posé, souvent c'est pas payé. Donc c'est quelque chose qui n'est pas viable pour les industriels de mettre des grosses quantités. Du coup, on n'en a pas beaucoup. Donc dès que c'est posé, c'est commandé. En fait, on fait des commandes tous les jours. Donc est-ce que c'est un système qui est durable, en fait, ce système de dépôt permanent? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à de l'achat comme on fait pour le reste, sachant que potentiellement, on va jeter des choses qu'on n'utiliserait pas, quoi. Merci. Je ne sais pas répondre à votre question. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que quand on a des stocks, les stocks, à un moment donné, ils arrivent à leur date de péremption et que donc, non seulement on a acheté le matériel, donc on a dépensé de l'argent et on a sollicité des ressources naturelles pour les fabriquer. Donc, en plus de ça, on les jette et donc on paye pour leur destruction. Donc, il y a c'est le double peine, c'est triple peine même, puisque c'est pour le porte-monnaie, pour l'environnement et finalement pour l'hôpital et la PUI. Donc, je ne sais pas répondre à cette question, mais c'est tout ce que je peux dire par rapport à votre remarque. Il y a ces phénomènes-là auxquels on ne pense pas forcément, donc il faudrait une meilleure gestion des stocks. Sur l'aspect, effectivement, au dépôt pour les DMI, c'est une bonne question. Et là, clairement, je n'ai pas la réponse et je ne vais pas essayer de broder quelque chose maintenant. Par contre, sur la gestion des stocks, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. La bonne réponse, c'est ni l'un ni l'autre, c'est entre les deux. Il faut justement bien optimiser ces gestions de stock. Le fait de rester, par contre, sur ce qu'il y a aujourd'hui, effectivement, avec des stocks très limités, c'est très probablement pas non plus la bonne solution. On a bien vu, quand on a des pandémies, on a bien vu le Covid, etc., on est coincé. Donc, c'est vrai que d'augmenter un petit peu les stocks de sécu, c'est une bonne chose. Par contre, effectivement, tout en optimisant l'absence ou minimiser la destruction de produits qui arriveraient proche péremption. Ça, c'est une évidence. Mais en tout cas, effectivement, augmenter un peu les stocks, ça limiterait sans doute les risques de rupture au niveau national.